Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Certains nous disent pourquoi c'est toujours en direct? Parce que comme ça il n'y a pas de montage, ce qui est dit et entendu par tout le monde, il n'y a pas de remontage, on change, on enlève une phrase, etc. C'est en direct, comme ça vous entendez et découvrez comme nous ce que les gens qui viennent sur ce plateau ont à nous dire. Issa Abdou, le 4e vice-président du Sénat, j'allais dire, du Conseil départemental. Pas encore. Pas encore. C'est un signe, on en parlera, politique tout à l'heure. Issa Abdou, bonjour. Bonjour Patrick Méan, bonjour Kamar. Bonjour. Je fais un clin d'œil appuyé à Samuel Bocher et à tous les Maoris qui nous écoutent ce matin. Oui, tiens, Samuel que je vais voir ce matin. Issa, on attaque tout de suite avec l'accouchement sous X. Ça y est, c'est fait, c'est décidé, et surtout c'est renforcé. Oui, c'est une avancée, une de plus pour le département qui se met petit à petit au diapason du droit commun parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi un accouchement sous X en quelques mots, pour que tout le monde comprenne bien? Alors je vais essayer parce que c'est un sujet sensible Bien sûr. Et très technique, donc je vais essayer avec des mots choisis d'être le plus intelligible possible pour que ceux qui nous écoutent comprennent vraiment de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il? En France, il faut le savoir, il y a 600 accouchements sous X chaque année. La France, l'un des rares pays à baliser, à avoir une législation très rigoureuse qui encadre le dispositif, et c'est l'honneur de notre pays parce que, ce faisant, eh bien, on évite les accouchements sauvages, les naissances clandestines, et que sais-je encore, des infanticides, ce qui serait gravissime. Et donc, il y a une législation pour ça. J'ajoute que il y a, alors comment ça se passe concrètement? C'est une femme qui n'a pas envie d'élever son enfant, ou qui ne peut pas, eh bien, va demander à l'équipe médicale qui va s'occuper de son accouchement, équipe médicale ou les équipes de PMI, s'il y a eu suivi de la grossesse au préalable, eh bien, il va le dire à ce moment-là. Et l'accouchement se fera sans qu'on dévoile son identité. Et la manière dont ça se passe, à partir de l'accouchement, l'équipe de l'aide sociale à l'enfance prend le relais. Ça dure 2 mois. On a 2 mois pour qu'une famille d'accueil s'occupe de l'enfant. Ça peut être par le biais d'une pouponnière, mais 2 mois, c'est le délai légal pour que la femme fasse marche arrière s'il le souhaite. On va demander à la régie de monter un peu votre micro parce qu'apparemment il est un peu faible à l'antenne. Excusez-moi, pardon, c'était un petit détail technique. D'accord, vous parlez du micro, la faiblesse. Oui, le micro. Parfait. Le micro. Et donc, le délai de 2 mois, c'est le délai légal pour que la femme qui a accouché, si elle le souhaite, fasse marche arrière, parce que c'est quand même une décision lourde de conséquences. Au-delà de 2 mois, eh bien, l'enfant est déclaré pupille de l'État et peut être adopté. Et donc, c'est quelque chose de très balisé, mais on voit bien en disant cela que c'est quelque chose qui est clivant et qui n'est pas évident tous les jours. J'ajoute que le Code civil, l'accouchement sous X a fait son apparition dans le Code civil en 1993. Et que dit le Code civil? C'est très important. Le Code civil dit, c'est notamment l'article 326 de ce Code civil qui dit la chose suivante: lors de l'accouchement, eh bien, la femme peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. C'est très important parce que le Code civil nous dit, avec ces mots, que eh bien, la rupture de la filiation est quelque chose de légalisé, c'est quelque chose d'officiel. Il n'en fallait pas plus pour que les militants de la filiation et des origines dénoncent cela, mais c'est vrai aussi pour les enfants nés sous X eux-mêmes qui continuent à dénoncer cela. Alors il faut attendre 1996 avec la loi Mattei, qui était ministre à l'époque, pour que des retouches soient faites, et notamment à permettre que les éléments qui sont pas identifiants, comme le lieu, l'heure de l'accouchement, eh bien, soient
recueillis et préservés. Et puis en 2002, c'est une autre avancée avec Ségolène Royal, qui était alors ministre en charge de la famille, qui a notamment mis en place la création d'un conseil national pour l'accès aux origines, qui permet d'accéder à cela. Donc tout cela pour vous dire une chose simple, Patrick Millon, c'est que c'est quelque chose de très balisé, et on voit bien à l'aune de tout ce que je vous dis qu'il y a tout un circuit, c'est un parcours, et qui justifie que l'on mette en place un protocole, et ce sera l'objet de cette signature qu'on fera demain avec le CHM et tous les autres maillons de la chaîne pour que les choses soient balisées et faites correctement. Il y a déjà des accouchements sous X à Mayotte. Je parle de Mayotte. Oui. On a une idée du nombre? C'est quelques dizaines, mais là aussi, il faudra qu'on soit très précis parce que c'est quelque chose. C'est quand même un choc culturel parce que pour les Mahorais qui sont attachés à la famille, où ça a un vrai sens, l'accouchement, la naissance, les enfants ont une importance primordiale ici comme ailleurs, mais. Pardon, mais je m'intéresse à Mayotte. Cette notion d'accouchement sous X, c'est perturbant. Vous le comprenez, ça? Mais bien sûr, mais en même temps, le drame, ce serait quand même qu'on fasse des accouchements clandestins, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc, il vaut mieux que ça soit balisé et que les choses se fassent comme ça. Bah oui, ça existe, Patrick Millon. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt en se disant que c'est quelque chose qui n'existe pas. Autant que force peut, faire en sorte que les choses se passent légalement et dans de meilleures conditions et qui plus est, demain, faire en sorte que, si besoin, eh bien, on puisse accéder à ces données-là. J'ajoute, et c'est une question importante quand et nouvelle, lorsque la maman accouche et ces questions-là sont posées à ce moment-là, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que l'anonymat, que l'accouchement se fasse sous X? Est-ce qu'on lui dit à ce moment-là les types d'aides qu'elle peut bénéficier, dont elle peut bénéficier pour éviter qu'on en arrive là, parce que c'est pas innocent comme décision. Et si, in fine, la décision, bah oui, on va avec l'accouchement sous X et on y va quand même, mais en connaissance de cause à ce moment-là. On lui dit on peut aider si c'est de l'aide qu'il s'agit pour pouvoir faire face à cela. Mais si dans l'absolu il faut qu'on en arrive là, eh bien on y arrivera, mais en faisant en sorte. Est-ce que la maman peut changer d'avis après? Oui. Elle a 2 mois, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, pour changer d'avis. Mais même plus longtemps après. C'est compliqué. Il y a des enfants, des adolescents, qui accouchent. Et qui, sous X, et puis quelques années plus tard, 2, 3 ans après, elles sont quand même maman, elles le savent, elles. Oui. Est-ce qu'elles peuvent revenir en arrière, revoir leur enfant, ou, pas forcément le récupérer, mais prendre contact? Ou c'est fini, c'est fini. C'est possible, d'où ce qui a été mis en place, le Centre national d'accès aux données personnelles, qui est une nouveauté depuis 2002 avec la loi de Ségolène Royal, qui permet que des données soient sous-scellées à l'aide sociale à l'enfance et par le CNAOP, comme je l'indiquais tout à l'heure, les Centres nationaux d'accès aux données, qui permet, moyennant procédure, d'accéder à ces données-là. J'ajoute que, et ça c'est une nouveauté aussi, on donne une planche à la maman au moment de l'accouchement pour qu'elle écrive dont elle a envie pour son enfant, pour que plus tard, lorsque l'enfant veut retrouver le lien ou retrouver des mots de sa maman, etc., tout ça est gardé sous scellé, mais accessible évidemment, mais il faut faire une démarche pour cela. Issa Abdou, on va parler du social. Dans le service social, c'est-à-dire le service que vous présidez, on était déjà dans le médico-social. C'est compliqué. L'UTAS, MSADA, les auxiliaires de vie, on pensait que la solution avait été presque trouvée. À la minute où on parle, c'est pas le cas. À la minute où on parle, c'est pas le cas, mais vous exagérez parce qu'on a eu des discussions avec. Oui, le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé, mais on est en train de trouver des solutions. Il n'y aura pas grève. Je peux vous dire avec précision que les discussions que nous avons eues ont abouti à ce que l'on ferme momentanément le site. C'est par le truchement du dialogue, et on s'est convenu que pendant ce laps de temps-là, on va faire ce qu'il y a à faire là-bas, parce que c'est un problème ancien qui date pas d'aujourd'hui. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, on a pris sérieusement le problème à bras-le-corps et on va trouver des solutions. C'est vrai que les locaux sont minables. Oui, et mais... vous savez où sont ces locaux exactement? Un peu quand même. C'est juste en face de la maison du président, Sobadine. Mais en face, quand on dit en face, c'est en face. La maison en face.
C'est quand même incroyable, en face de la maison du président, que des salariés de ces services La vraie sociaux... solution, vous parlez du président et de Chiconi, la vraie solution, c'est le centre médico-social que nous sommes en train de construire à Chiconi, qui sera la vraie solution. Là, il se trouve que c'est une maison en location, voilà, dont les travaux ne relèvent pas directement du conseil départemental, et quand bien même ce serait le cas, mais ça relèverait des services techniques. Nous, l'action sociale, on subit cette situation parce que le social au sens strict, il n'y a pas de difficulté dans le fonctionnement et dans la manière de faire les choses. Par contre, lorsqu'il s'agit de poser un compteur de électricité, vous voyez bien que ça relève de EDM. Quand les choses techniques ne sont pas faites, eh bien, nous sommes victimes de ça. Nous voulons que les choses aillent dans le bon sens et qu'elles avancent bien. On constate, comme vous, que ce problème ancien est aujourd'hui en train de trouver des solutions. On est sur le chemin, le bon chemin, on va trouver des solutions. Et donc, voilà, la raison pour laquelle nous avons mené ces discussions et qui vont Mais vous nous dites qu'il n'y aura pas grève. Je croise les doigts. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre à travers les discussions que nous avons eues, parce que ils ont accepté, les grévistes, qu'on dispatche les effectifs dans d'autres sites le temps de réaliser les travaux. C'est très concret. Et donc, on s'est engagé à faire ça rapidement. Et je vois pas, dans ces conditions-là, pourquoi on ferait grève. On a plein de sujets encore abordés avec vous. Une question de Camar. Voilà, on reste sur la grève puisqu'on va parler de Msada. Vous avez entendu peut-être l'appel au secours de ces auxiliaires de vie aujourd'hui qui n'ont pas la tâche facile du tout. Mais quand on voit ce qui se passe en interne dans leur association que vous subventionnez pour vivre, aujourd'hui, on comprend plus rien. C'est un peu différent, Msada. C'est une structure privée, c'est une association qui est financée par des fonds publics. Et notamment subventionné, pas financé, subventionné via des appels à projets, comme d'autres associations. Mais je reconnais un rôle important de cette association qui font beaucoup dans la société. Et donc, on a ce devoir d'être regardant et d'être au chevet d'elle si des difficultés devaient se présenter. Il semble que c'est le cas. J'ai eu l'intersyndicale à ce sujet. J'ai donner ma promesse de les rencontrer bientôt pour essayer de voir ensemble ce qui est envisageable. Mais encore une fois, la solution n'appartient pas au conseil départemental, encore une fois, parce que c'est une structure privée qui a ses règles de fonctionnement. Vous pouvez quand même intervenir en tant que vice-président en charge du social et en tant que apporteur de subventions. Naturellement, c'est ce que je suis en train de vous dire, mais... Est-ce que vous pouvez jouer un peu le rôle d'arbitre dans cette histoire? Ce serait de l'ingérence? Ce serait de l'ingérence, mais on va, une fois qu'on a dit cela, dans le respect des règles des statuts de l'association, on va essayer d'être aidant, de faire en sorte que cette structure qui est historique à Mayotte, eh bien, ne disparaisse pas parce que on en a besoin, la société a besoin, et je dirais le conseil départemental a besoin, et c'est suffisant pour qu'on soit très regardant et qu'on essaie de voir ce qui est possible de faire dans ces conditions. Issa Abdou, hier on a reçu l'association Autisme Mayotte, où on a découvert, nous, à Kwezi en tout cas, qu'il y avait beaucoup de personnes autistes à Mayotte, et ils ont évoqué le chiffre de 800, 200 déclarés, et cette association, qui est la seule association qui s'occupe donc de ces autistes, et on a vu qu'il y en avait beaucoup, n'a absolument aucun moyen pour vivre. Est-ce que il y a dans vos lignes des lignes budgétaires qui sont prévues pour aider ces autistes, et qu'est-ce qui est fait à Mayotte pour aider les autistes? Il y a eu un vrai cri du cœur hier sur ce plateau. Hein. Oui, qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et on est sensible évidemment parce que c'est une question importante. 200 personnes au bas mot. Il faut savoir, et c'est le plan autisme, le 4e du genre qui nous l'indique, il y a 700 000 cas en métropole et autour de 800, vous l'aviez dit, ici à Mayotte, c'est pas rien. Et donc, mais en vous disant cela, je vous dis que c'est un pilotage État avec la mise en place d'un centre de ressources interrégional de l'autisme qui est
mise en place, mais qui est plus réunionnée que mahorais. C'est ça. Il faut qu'on vienne à Mayotte, il faut qu'on ait assise ici, et il faut, parce que c'est ce qui manque sur ce territoire, qu'il y ait un diagnostic fiable, quelque chose qui nous dise avec exactitude combien d'autistes il y a à Mayotte et qu'est-ce qui est possible de faire dans ces cas-là. Écoutez, au niveau du conseil départemental, et nous avons le chapitre 65 qui est dédié aux subventions aux associations, où il y a des appels à projets qui sont lancés et qui courent jusqu'au 20 juillet, si je me trompe pas. Et j'appelle cette association à faire acte de candidature dans ces cas-là. Tout en respectant les règles, on sera bienveillant parce que c'est quelque chose de très important. J'ajoute, et c'est important. Au-delà de l'association, il manque de choses à Mayotte, vous l'avez dit tout à l'heure, et notamment dans le domaine scolaire. Il y a des classes, ce qu'on appelle les CLIS, les classes, comment ça s'appelle, d'insertion, d'inclusion sociale scolaire, pardon, et des ULIS. Oui. Il y a notamment au collège de Chiconi, il y en a une dans le nouveau lycée de Kawini. Il faut aller plus loin, et au-delà des classes, il faut qu'il y ait de vrais accompagnements, des ASH et des auxiliaires de vie pour encadrer et accompagner ces enfants-là qui sont scolarisés ici. C'est un élément important. Je dirais un dernier mot, et c'est fort notamment d'une enveloppe de 10 millions d'euros que nous avons eu, 5 millions de l'État, nous avons ajouté 5 millions pour le Fonds de développement social. J'ai demandé à mes équipes, parce que dans le cadre des CCAS notamment, et dans l'accompagnement de ces structures, eh bien qu'on lance une campagne de sensibilisation pour ce genre de pathologie, je pense à l'autisme notamment, pour que on sache de quoi il s'agit, pour mieux guérir cette maladie, ou en tout cas vivre avec, parce qu'il y a beaucoup de ça. Et surtout accompagner Exactement. Les accompagnants. Accompagner les accompagnants, parce que un enfant autiste, par exemple, il passe moins de temps avec un médecin ou avec son professeur que ses parents. Bien sûr. Il faut aussi former les parents pour que on puisse s'occuper de cette maladie, de ces pathologies. Et ça, ces fonds de développement sociaux, ça va permettre ça. Il y a 10 millions, je crois. Il y a 10 millions, et on va se retrouver, je crois, le 18 juillet. 5 et 5, et on va se retrouver le 18 juillet à travers un comité de pilotage avec l'État, parce que c'est les deux partenaires, pour voir ce qui est envisageable, quelles sont les premières actions à financer, etc. Donc moi j'ai demandé à mes équipes qu'on travaille notamment sur la petite enfance, les crèches, mais aussi accompagner les CCAS, et dans le volet CCAS, faire en sorte que cette action sociale soit tourner vers la proximité. On est obligé de passer par les CCAS, et dedans, on peut penser à imaginer une campagne de sensibilisation et d'accompagnement s'agissant de l'autisme. Allez, on va parler, pour conclure, un peu de politique. Vous savez que j'aime ça, la politique. Issa Abdou, on rappelle, pour ceux qui vous découvrent, mais il n'y en a pas beaucoup sur Mayotte, hein, tout le monde vous connaît, vous êtes MDM. Vous êtes dans la majorité donc de ce conseil départemental qui, lui, est LR. On a entendu le grand patron, l'ex-grand patron Nicolas Sarkozy, expliquer qu'il se retirait de la politique active. Mais il a régulièrement Macron au téléphone. On a l'impression qu'il se rapproche un peu de Macron. Ça vous satisfait, tout ça ? Oui, j'ai même vu une excellente interview de lui par Laurent Delahousse sur France 2. Oui. Il expliquait qu'il en va de l'intérêt de la nation, et qu'à chaque fois qu'on fait appel à lui parce qu'il en va de l'intérêt de la nation, eh bien il sera là, parce que c'est jamais fini entre lui, ça sera jamais fini entre lui et la France. J'ai trouvé ça très beau, et j'ai trouvé que parce qu'il s'agit de l'intérêt supérieur du pays, eh bien il faut être là. Je crois que c'est une très bonne chose. J'ai parlé de Nicolas Sarkozy. Non, mais il est fort quand même, Macron. Il est en train de récupérer tout le monde, y compris Nicolas Sarkozy. Bientôt, il va vous appeler, Macron. Attention. Il va peut-être récupérer Issa Abdou. S'il en va de l'intérêt du pays, Patrick Meillan, je dirais oui, sans hésiter. Parce qu'un joueur qu'on appelle en équipe de France, on n'a pas le droit de dire non dans ce cas-là, parce qu'il s'agit du pays, quelle que soit l'idée qu'on peut avoir de sélectionneur par ailleurs. Mais il faut être performant. Il faut marquer des buts en équipe de France. Ah, c'est important. Ouais. Mouiller le maillot, parce que c'est le pays, c'est un élément important et qui doit vous transcender quelque part. Ouais. Exactement. Camar, pour conclure cette émission. Alors, c'est vrai que le social, je reviens un peu sur le social et les échéances de 2020. On a l'impression aujourd'hui, Sabdou, que c'est le conseil départemental qui se mouille le maillot, vous venez de le dire, plus que nos mairies.
Est-ce que vous avez un projet pour les échéances en 2020, en tout cas pour les municipales, pour responsabiliser plus nos mairies ou aussi être proches du social? Oui, c'est une boussole très importante. Je crois que c'est l'étape suivante. Il y a deux choses qui me tiennent beaucoup à cœur en ce moment. C'est l'alignement, la convergence, parce qu'il faut se bagarrer. Et le Fonds de développement social vient aussi combler quelque part cette lacune-là en attendant les échéances pour que Mayotte soit aligné sur le droit commun en termes de prestations sociales. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est faire en sorte comment faire que le social, maintenant que d'aucuns disent que on fait à peu près les choses correctement, et bien comment on fait pour toucher véritablement les Mahorais, le Mahorais lambda qui est dans son coin là-bas à Dapani ou ailleurs. Et l'idée, pour y arriver, il faut nécessairement passer par les mairies et donc par les CCAS. Maintenant et j'ai demandé ça dès le début de cette mandature au maire, qu'il faut qu'il y ait les 17 CCAS à Mayotte, il faut qu'il y ait les analyses de besoins sociaux, ce qu'on appelle les ABS. C'est aujourd'hui chose faite ou presque. Et à partir de ce moment-là, c'est une base intéressante pour faire porter cela. Et le Fonds de développement social est un moyen important qu'on va utiliser et faire en sorte que dans ces CCAS-là, il y ait des référents du département pour porter les missions de l'institution au plus près de nos concitoyens. C'est un élément important et nous y travaillons via des conventions que nous signerons bientôt avec les maires pour à dessein d'être le plus efficace parce que plus proche de la population. Issa Abdou, on a eu beaucoup de questions sur les accouchements sous X. Il est déjà 30, mais alors essayez de répondre très très rapidement. Et parmi les questions, il y en a une que je retiens. Bonjour Patrick, c'est moi. Où sera la place du papa dans le cas de l'accouchement sous X? Elle est bonne cette question. Elle est juridique surtout. Je pense que l'anonymat, ça concerne plus la maman que le papa dans ces cas-là, parce que la maman qui arrive d'une manière anonyme et qui veut accoucher sous X, c'est plus l'identité de la femme enceinte à ce moment-là qui est concernée par le dispositif et par ce que nous sommes en train de faire. Mais naturellement, les questions... Elle n'a pas fait tout seul l'enfant, il y a bien un papa, il y a bien un géniteur. Et lui, il a peut-être son mot à dire. Peut-être que lui, il veut garder l'enfant. Peut-être que lui, c'est là où ça devient compliqué. Ouais, c'est clair. Oui, mais c'est toutes ces questions qu'on pose avant qu'on arrive à ce cas extrême, parce qu'on est là dans des cas extrêmes et on veut être sûr qu'on ne se trompe pas en faisant ce que nous sommes en train de faire. D'où la nécessité, encore une fois, de cette convention que nous allons signer demain, d'où la nécessité de responsabiliser chacun pour ce que le concerne dans la chaîne, pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et plus tard, le juge, le tribunal, là aussi dans le circuit, auront un rôle important à jouer, parce que tout ça doit être balisé. Issa Abdou, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions. Merci à vous. Allez, Toujours un très plaisir. vite, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.